Bouh! Hello les potos! Aujourd'hui, je vais vous présenter un film qui va vous faire frissonner. Let's go! On se retrouve donc avec Scary Stories, un film réalisé par André Øvredal. Alors André Øvredal, il a déjà réalisé The Troll Hunter et The Gendo Identity. Côté acteur, on a tout d'abord Zoé Margaret Coletti qui joue le rôle de Stella Nichols. Alors elle, on l'a déjà vue dans Wildlife et dans un film sorti en 2018, Skin. Le deuxième acteur, c'est un acteur tout nouveau, c'est son troisième film, c'est Michael Garza qui joue le rôle de Ramon Morales. Et lui, on l'a vu vraiment aperçu dans Hunger Games, La Révolte, la première partie. Et il a fait un travail de doublage, hein, un kangourou, dans le film Bailey, les aventures de Bailey, The Lost Puppy. Le troisième acteur, pareil, hein, comme Michael Garza, il est tout neuf, c'est son troisième film, il a fait quelques apparitions auparavant, c'est Austin Zadjour, je sais pas trop comment on dit, mais en tout cas il fait Chuck Steinberg et il est apparu dans Fist Fight et dans le deuxième film qu'il a fait, Delinquent. Voilà pour le casting de base, je vous présente l'histoire. En fait, on est en 1968. En fait, c'est en pleine période des élections présidentielles où Nixon est sorti président par la suite. Il y a la guerre au Vietnam. Et en fait, c'est le jour d'Halloween. Et Stella et ses deux potes, hein, c'est Augie et Chuck, décident de se venger de Tommy. En fait, Tommy, c'est un petit peu le sportif du lycée qui a du succès avec les nanas, mais c'est un connard, quoi. Donc ils décident de se venger de lui parce qu'il leur fait chier. Et le jour d'Halloween, ils lui tendent un piège et ils balancent des œufs et de la merde, vraiment de la merde sur sa bagnole. Les gars, ils les coursent, eux, ils vont se planquer dans une voiture, dans un drive-in. Et dans la voiture, il y aura justement Ramon Morales. Ils font connaissance, et puis vu que Morales, il est de passage dans la ville, Stella va décider de lui présenter la maison hantée de la ville, qui est supposément appartenue à une certaine Sarah Bellows, qui est morte violemment dans la maison. Dans cette maison, ils vont trouver un livre, et là, ça va être la merde pour eux. Voilà l'intro du film. Alors, juste sachez déjà que ce film-là a été, entre guillemets, écrit par Guillermo del Toro, je dis bien entre guillemets, parce que à la base, en fait, ce film est tiré d'un livre écrit par Alvin Schwartz, et c'est vraiment, le livre s'appelle juste Scary Stories. Voilà. Alors, en fait, on passe sur la critique. Alors, on commence avec Zoé Margaret Coletti, où franchement, je l'ai trouvée assez mauvaise, vraiment, parce que c'est un film, on en parlera un peu plus tard, mais c'est un film qui est vraiment très kitsch. Vraiment, c'est un film, on a l'impression de voir un film des années 60-70, on a l'impression de voir vraiment un vieux film. Et dans les vieux films, vraiment, on avait toujours les stéréotypes, hein, toujours les mêmes personnages. Elle, en l'occurrence, elle joue un peu la rôle de l'intello, hein, c'est la Nicole, c'est l'intello du groupe. C'est celle qui veut devenir écrivain, qui connaît plein de choses et tout. Et je trouve que, bah, elle le fait pas assez. En gros, elle essaie trop d'être réaliste, alors que ce film-là, bah, je trouve qu'il ne demandait pas du réalisme. Au contraire, il demandait d'être vachement plus presque cartoon, presque dessin animé dans ses expressions, dans tout. Et elle est trop académique, genre quand elle... Moi, voilà, un acteur, pour qu'il me touche, il faut qu'il me procure une émotion. Et elle, quand elle pleure, quand elle s'énerve, quand elle... Je sais pas, elle procure rien, elle est fade, elle est... Je sais pas, j'ai pas aimé comme elle a interprété son rôle, en tout cas dans ce film-là. D'ailleurs, Michael Garza, pareil, hein, lui c'est un petit peu le rôle du bad boy au grand cœur, voilà, celui qui séduit l'héroïne et tout. Enfin, voilà. Pareil, il est super fade. Parfois, il essaie d'être hyper réaliste, certaines scènes, et puis en fait, bah, ça le fait juste pas. Puis parfois, en fait, il est gênant. Enfin, il y a des scènes où je l'ai trouvé vraiment, dans son jeu d'acteur, je l'ai trouvé gênant. Alors après, voilà, c'est un jeune acteur, il vient de commencer et tout. Il n'y a pas de souci, c'est son deuxième film où il apparaît vraiment, hein. Dans l'autre, je vous rappelle que c'est juste, il y a un des deux, c'était un doublage. Mais voilà, je trouve que bah il a pas assumé ce rôle de bad boy au grand cœur et tout. Ouais, non, j'ai pas trouvé convaincant. En revanche, Austin Zadjur, donc qui fait Chuck Steinberg, lui c'est un petit peu le clown, un peu le geek clown du groupe. C'est vraiment le genre de gars, d'adolescent qui va lire un Spider-Man, et puis voilà, ce genre un peu limite Big Bang Theory sur les bords. Et lui, pour le coup, joue super bien. Vraiment, j'ai bien reconnu cette espèce d'adolescent qu'on peut voir dans les séries des années 90, dans les Sauvés par le Gong et tout, vraiment le geek un peu clown, pas forcément attirant auprès des nanas, mais voilà, c'est un peu le bon pote, quoi. Et lui, pour le coup, bah, il avait bien ce rôle-là dans ce film-là. Donc voilà. Mais en général, au niveau des interprétations générales,
c'est pas du grand niveau. On va pas dire que c'est des grands acteurs qu'il y a dedans, en tout cas pas pour l'instant. Donc voilà pour les acteurs. Ensuite, on passe sur l'ambiance et le décor. Alors franchement, je sais pas, c'est un truc qui m'a touché, enfin qui m'a marqué plus que touché, ça m'a marqué. Il y a une grosse mode ces années avec pour faire des films vraiment qui se déroulent dans les années 60, 70, 80, 90. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai l'impression que c'est un peu depuis Stranger Things ou depuis Super 8, bah ça revient vachement à la mode. Et là, bah, en l'occurrence, on est en 68. Donc là, c'est super bien marqué, hein. Je venais de voir d'ailleurs Once Upon a Time in Hollywood, qui se déroule en 69, là c'est en 68, donc du coup, bah, j'ai pas trop été dépaysé, hein. C'était Once Upon a Time, je crois que c'était le film précédent. Voilà, alors les décors, les voitures, toujours la même chose, les maisons, les costumes, tout est bien fait. On nous marque vraiment aussi le truc de la période. On parle vraiment pas mal, de manière courte, mais quand même marquée, genre de la guerre de Vietnam. On nous parle pas mal des élections du président Nixon. On nous parle justement de la sortie du film Les Jours des Morts Vivants et tout. Et puis bah là, il se trouve que voilà, bah, c'est vachement marqué là-dessus. Après, là où je vous dis que le film aussi, il fait vraiment vieux film, ces gens quand ils vont dans cette fameuse maison hantée, bah, c'est vraiment la maison hantée qu'on voit dans les dessins animés limite. Vous voyez, c'est la maison hantée. Euh, Apparemment, c'était un riche manoir et tout. Puis en fait, bah, autour, il y a de la brume. Après, on a les barrières rouillées autour, c'est important. Les arbres morts aussi. Puis juste en arrière-plan, on a le marécage. Comme ça prend bien le décor. Et tout le long du film, les décors, c'est un peu ça. C'est kitsch, mais c'est vachement bien fait. Dans le sens où, voilà, bah, ça nous ramène à ces vieux films d'horreur. Donc pour le coup, c'est assez bien foutu. Alors, franchement, pour vous dire, moi j'ai eu l'impression dans ce film que c'était vraiment. Voilà, on sentait que ça venait d'un bouquin. On sent que ça vient d'un livre. Parce que j'ai vu pas mal de films de films tirés d'œuvres de Stephen King, hein, qui est un écrivain qu'on connaît à succès la littérature horrifique. Et là, on sent ça transpire ça. On sent que ça vient d'un bouquin. Du coup, en fait, bah, je trouve que justement, ils arrivent jamais dans ce film. Mais encore une fois, c'est peut-être voulu, mais je reviens dessus, mais il n'y a jamais un moment où on se dit, purée, cette ambiance, elle fait peur, elle est angoissante. On a plus l'impression de voir un vieux film d'horreur. Et justement, à l'époque, bah, les vieux films d'horreur de l'époque faisaient vraiment peur, alors que maintenant, bah, ces vieux films me font plus peur parce que maintenant, on va plus loin dans l'horreur. Mais ça fait jamais peur. Vraiment, voilà, c'est kitsch, encore une fois. Après, on passe au côté scénario, et là, encore une fois, c'est ultra classique. On est dans du classique de chez classique. Mais vraiment, quand je dis classique, c'est classique qu'on a vu 20 000 fois dans 20 000 films différents. Tous les scare jump, déjà, pour le peu, bien déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais pour le peu qu'il y a, on les attend, on les voit venir, mais des kilomètres, donc du coup, ça fait pas peur. Le scénario, il est hyper, vraiment... euh, comment dire ça, ouais, il est kitsch, quoi. C'est vraiment, c'est presque du neuneu, le script. Il est neuneu, le script. Assez kitsch, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le twist final, par exemple, il est super attendu, quoi. Franchement, moi, la révélation finale, je la voyais venir, mais depuis le début, dès que le film commence et qu'il y a l'intrigue qui est lancée, je me dis, ouais, à la fin, ça va être ça. Et c'était ça, parce que c'était... euh, un final qu'on a déjà vu dans tellement de films différents que encore une fois ici bah, ça surprend pas. Et puis encore le dernier truc en plus, ça c'était vraiment le truc vraiment qui montrait que ce film était vraiment voilà qu'il se voulait, je crois que Œuvredal voulait vraiment faire un film des années 70 pour le coup, un film d'horreur des années 70. On avait vraiment les personnages de base. Alors l'intello, la bimbo, le bad boy, il y a quoi, ah oui, le timide, le geek, enfin bref, vous avez tous ces personnages typiques des teenage movies des années 80-90, voire 70-60, enfin par là-bas quoi. Ils sont tous là. Et pour le coup, on a l'impression, franchement j'ai l'impression à un moment donné, que c'est un Scooby-Doo. J'ai l'impression de regarder un dessin animé de Scooby-Doo en mode film, et pour adultes, parce que c'est pas un film pour enfants, faut pas non plus déconner. Ça reste quand même un film pour adultes, mais c'est un Scooby-Doo. Vraiment Scooby-Doo. C'est Scooby-Doo et voilà, avec Vera, Daphné, Fred et Samy, de nouveau, hein. Le beau gosse, la bimbo, l'intello, le débile mental et le clébard, quoi. Là, c'est pareil. On a tous ces personnages hyper caricaturés des années 70 et 60 et qui sont là. Voilà. Encore une fois, c'est ces trucs où je me dis de plus en plus, bah, Œuvredal, au final, ne voulait pas vraiment faire un film d'horreur moderne, révolutionnaire. Il voulait faire un truc, une espèce d'hommage au film d'horreur de ces époques-là.
On passe maintenant donc aux effets spéciaux, voilà, je vais y arriver, aux effets spéciaux, et pour le coup, c'est vraiment le point fort du film, parce que au niveau design, c'est-à-dire comment les créatures et les spectres, enfin toutes les créatures, hein, les entités qui font peur dans ce film, elles sont méga bien pensées et méga bien réalisées. C'est-à-dire que le seul truc qu'il y a, c'est que c'est des personnages vraiment classiques. Alors, il n'y a peut-être pas forcément ça, mais genre, c'est par exemple, voilà, il y a le vampire, le Frankenstein, la momie. Vous voyez, vraiment, ces personnages de la littérature et du cinéma d'horreur, bah, c'est ce genre de créatures. Sauf qu'ils ont été réinterprétés, donc redessinés, repensés par le directeur artistique et remis en scène de manière différente. Et c'est ça qui m'a fait encore une fois dire, bah, en fait, le gars voulait vraiment faire un vieux film. Après, moi, un truc qui m'a marqué dans ce film-là, particulièrement, il y a une créature, c'est la seule que je connais pas, mais cette créature-là, je la trouvais hyper bien faite. Le seul truc, c'est qu'elle était en fait plus ridicule qu'elle ne faisait peur. Pourquoi? Pas parce qu'elle était mal faite, pas parce qu'elle faisait pas peur. C'est juste, et encore une fois, c'est là où je voulais dire que le film ne fait pas peur, c'est qu'ils n'ont pas mis en scène cette créature de telle manière à ce qu'elle vous fasse peur. Parce qu'elle surprend pas. Parce qu'on la voit vraiment telle qu'elle, elle est lente, elle surprend pas. Mais elle est super bien faite, elle est vraiment très très bien faite. Et cette créature-là, comme toutes les autres pareilles, elles ne font jamais peur. Elles sont plus, encore une fois, ce côté hommage au film des années 60-70. Donc voilà, moi franchement, quand je voyais ces effets, j'avais vraiment l'impression au final de voir un espèce de remake. André Vredal a pris un vieux film des années 60 et s'est dit, bah tiens, je vais en faire un remake. Je vais reprendre le même scénario, le même script, les mêmes personnages, tout, la même intrigue et tout. Je vais juste améliorer les effets spéciaux. C'est tout. Parce que ça reste en 68, vous voyez ce que je veux dire? Il a juste refait les effets spéciaux. C'est ce que ça donnait comme sensation. Et du coup, c'est pour moi une preuve que voilà, il a vraiment voulu, entre le scénario ultra kitsch et classique, entre les décors, l'ambiance kitsch et classique, les effets spéciaux bien faits, mais avec des créatures hyper connues pareil, de l'univers du cinéma d'horreur, voilà, j'ai eu l'impression au final de voir de ce film-là un espèce d'hommage où, voilà, où le gars s'est dit, bah, tous les petits codes qu'on voit dans tous les films d'horreur, je vais tous les prendre et mettre ça là-dedans. Après, dernier point important, enfin important, pour le coup plus trop, mais la BO, c'est voilà, c'est pareil, c'est de la musique d'ambiance, c'est de la musique pour cinéma d'horreur, mais en plus elle est indicatrice des scare jumps. C'est-à-dire que vous savez que dans les cinémas d'horreur, c'est toujours du vite, la musique s'arrête, 2 secondes, scare jump. Et là, voilà, on a cette musique vite, 2 secondes, scare jump. Silence, 2 secondes, scare jump. Et voilà, elle est là, et encore une fois, elle marque ce côté super vieux, voilà, vieux modèle du film d'horreur. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors en fait, pour moi, ce film, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, destiné aux gros fans de films d'horreur, à ceux qui connaissent leurs classiques. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce film, moi j'ai eu l'impression que c'est un petit peu comme Le Centre d'un Soleil. Œuvredal a pris vraiment tous les codes, comme je vous ai dit, les a mis dedans. Donc en fait, par exemple, il va y avoir des scènes où vous allez vous dire, ah mais attends, ça fait penser à la scène de Freddy et Griffes de la Nuit. Ah mais cet angle de vue comme ça, avec le personnage qui fait ça et ça fait penser à Massacre à la tronçon. Ah mais ce dialogue, il me fait penser à, je sais pas, Halloween. Voilà. C'est un film avec tous les codes et toutes les références du cinéma classique, des films d'horreur des années 60 à 90. C'est vraiment une référence. Après, si vraiment, les films d'horreur, c'est vraiment un truc que vous allez regarder de temps en temps, deux fois vous en regardez un, puis pas, et que vous n'avez pas des classiques, vous risquez vite de vous ennuyer parce qu'en fait, même si c'est bien fait, enfin, voilà, les créatures sont bien faites, c'est très classique, c'est très téléphoné, c'est kitsch quoi, vraiment c'est très kitsch. Donc là, vous n'allez pas kiffer. Et pour ceux qui aiment vraiment, après, qui aiment les cinémas d'horreur et même le second degré, ce film il est vraiment génial pour ça. Franchement, il est top pour ça. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment fait un peu le tour, je vous ai donné mon avis. Si vous avez kiffé la vidéo, vous savez quoi faire, hein, vous vous abonnez et vous activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas, vous pouvez tout simplement poignarder les pouces bleus et vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos amis et votre famille. On va passer maintenant à la partie spoil pour ceux qui évidemment qui veulent garder la surprise et aller voir le film. Je vous laisse partir maintenant et je vous dis bye bye. Et pour les autres,
On se revoit après l'alerte. Alors, on se retrouve donc avec le spoil, comme d'habitude, en 4 points. Premier point que j'ai noté important, euh, c'était en fait, par exemple, c'est ce que je vous disais, les références au cinéma d'horreur. Le film Ça, avec le clown, hein, Gripsou. Ce film-là, le fantôme, pour tuer ses victimes, en fait, il prend la forme des plus grandes peurs des protagonistes. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez peur j'ai une connerie, des chiens, il va prendre la forme d'un chien, il va vous tuer sous forme de chien. Et ben voilà. Et ça, c'est vraiment typiquement, c'est le gros truc qu'on se souvient du film Ça, Gripsou, hein, le clown, il se transforme en la plus grande de vos peurs. Première référence. La deuxième référence que moi j'ai vue dans ce film, hein, parmi tant d'autres, il y en a plein d'autres, je ne vais pas toutes vous les dire, mais ça c'en est une autre, c'est voilà, grâce au bouquin, vu que c'est le bouquin du fantôme et qu'en fait, pendant qu'il tue la personne, l'histoire du meurtre de la personne s'écrit dans le bouquin que Stella a, en fait, ce bouquin permet de savoir qui sera la prochaine victime, parce que l'histoire commence toujours par le nom de la prochaine victime. Et là, boum, moi ça m'a ramené directement à Destination Finale. Ici, c'est un bouquin qui dit quel sera le prochain mort. Dans Destination Finale, c'est la vision du héros. Là, en l'occurrence, l'héroïne, hein, donc Stella, n'a pas de vision, mais elle a le bouquin qui lui permet de savoir qui est le prochain. Donc évidemment, elle va toujours courir à gauche, à droite pour aller le sauver avant que l'autre y crève. Donc voilà, Destination Finale. Le troisième point que j'ai noté, c'est voilà, ça je vous disais, c'est vraiment des créatures très bien faites, mais très classiques. On a le zombie, on a le croque-mitaine, on a l'épouvantail. Après, la troisième créature, je trouve vraiment très belle. Je ne sais pas trop quelle référence ça fait, mais voilà, elle est là et moi, elle me fait penser un peu à la Dame Blanche, en mode un peu chelou, quoi. Et puis, on a le fantôme. Voilà. On a encore une fois toutes ces créatures issues du cinéma d'horreur des années 60-70. Et le dernier point important, c'est la révélation finale, le twist, le moment où on se dit putain, il va y avoir la révélation, et où moi je la voyais arriver depuis 10 km. En fait, on se rend compte à la fin, Stella se rend compte qu'en fait, le fantôme, hein, qui est responsable de tous ces meurtres et de ces disparitions, était en fait une jeune femme qui était albinos, il y a très longtemps, et à l'époque, quand on était albinos, on était considéré comme une sorcière. Et donc sa famille et les médecins la torturaient pour qu'elle avoue qu'elle était responsable du meurtre des enfants par empoisonnement. Sauf que c'était pas elle et un tout. Puis en fait, il l'a torturée par électrocution. Puis au bout d'un moment, elle a pété les plombs. Et elle a eu une double personnalité, entre guillemets. Et quand elle est morte, elle a décidé de se venger. Et voilà. Et ça, c'est le truc, le twist, on se rend compte qu'au final, l'esprit vengeur est en fait une victime qui veut se venger. Et puis qu'à la fin, pour qu'elle puisse partir en paix, l'héroïne, elle doit écrire, elle doit révéler la vérité à tout le monde pour dire que le fantôme, il était victime. Ça, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans plusieurs films, notamment Nuit de Terreur, c'est un film avec Emma Caulfield, où justement, voilà, c'était l'esprit frappeur, où elle était méchante, puis au fait, on se rend compte à la fin qu'elle est gentille. Donc encore une fois, une fin hyper téléphonique. Donc voilà pour les 9 spoil en 4 points. Je pourrais vous en dire plus, mais je pense que ça vaut pas la peine. Je trouve que ces 4 points sont déjà assez révélateurs du film. Donc voilà, j'ai fait le tour, et puis je vous dis bye bye.